il y a un élément qui est assez fascinant à partir de là, c'est que ça n'existait pas jusqu'à il y a quelques semaines, quelques jours, quelques heures peut-être, et désormais c'est incontournable. Donc que font les commentateurs, que font ceux que j'appelle les élites liées au régime diversitaire? Ces gens pour qui, en toutes circonstances, ils vont nous dire la diversité est une richesse, quelles que soient ses manifestations, qui vont toujours nous dire qu'on doit s'ouvrir à l'autre, sans jamais prendre la peine de dire qui est l'autre en question, parce qu'à ce que j'en sais, tous les autres ne sont pas interchangeables. Dire, un bouddhiste n'est pas un orthodoxe, qui n'est pas un musulman, qui n'est pas un luthérien, je peux multiplier les exemples, et surtout, donc l'ouverture à l'autre et l'ouverture à combien d'autres? C'est quand même une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on peut assimiler, intégrer n'importe qui. Une culture est assez forte pour ça, mais l'effet de masse vient anéantir la possibilité de l'assimilation et de l'intégration. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on assiste à une forme de grand renversement. Hier, ça n'existait pas. Désormais, ça existe, mais c'est lumineux. C'est lumineux et c'est merveilleux. C'est formidable, c'est une chance. Et là, on a cette espèce de discours insistant. Si vous n'applaudissez pas le mouvement de l'histoire, si vous constatez néanmoins que le pays se fragmente, que nos pays se fragmentent, parce que ce phénomène n'est pas exclusif à la France, il faut le dire. Il faut regarder la Grande-Bretagne, il faut regarder l'Amérique du Nord. Si vous constatez la chose et si vous nommez quelques inquiétudes, alors là, véritablement, vous risquez, les processus de rediabolisation s'enclenchent. Mais il y a aussi 2 ou 3 autres méthodes qu'il vaut la peine de nommer. On va aussi expliquer qu'il est vrai que le pays se fragmente. Mais pourquoi ne pas en faire porter la responsabilité aux Français en disant mais c'est qu'ils fuient la mixité sociale, ils fuient les quartiers populaires. Autrement dit, fuyant la mixité sociale, ils se rendent coupables, ne s'enthousiasmant pas pour le multiculturalisme qui vient, eh bien, ils se rendent coupables de la ségrégation, ils se rendent coupables des disparités territoriales. En dernière instance, c'est toujours la France qui est coupable de tout. Et il y a aussi, dans la classe politique, cela dit, parce qu'il faut quand même le phénomène apparaît, donc certains se veulent soudainement courageux. C'est le courage tardif. Et ils vont nous dire, alors, il faut véritablement s'en prendre, par exemple, à l'immigration illégale. Et là, ils décident de sortir leurs muscles. Ça devient des traits musclés sur la question de l'immigration illégale. Ils oublient pourtant que cette grande mutation démographique n'est pas d'abord le fruit de l'immigration illégale, mais d'une immigration tout à fait légale, mais qui était mal maîtrisée et surtout mal pensée. Alors, au-delà de ça, il faut simplement faire une description soucieuse de la réalité des faits. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est une fragmentation telle qui fait que certains endroits, il y a un sentiment de dépossession qui s'impose, qui n'est pas exclusif à la France, je le redis. Un sentiment de dépossession, c'est-à-dire la peur terrible, le pire exil qui soit, c'est le sentiment de devenir étranger chez soi. Ça, c'est un élément qui est central. S'ajoute à cela aussi, et là, on touche à la véritable question, c'est la question de l'assimilation. C'est-à-dire à partir du moment où nous avons effectivement une transformation massive et qu'on souhaite néanmoins que nos pays continuent leur histoire sous le signe d'une certaine permanence historique, d'une certaine permanence culturelle, d'une certaine permanence, on pourrait dire, identitaire dans le bon sens du terme, eh bien, c'est les conditions de l'assimilation. Or, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 2 aspects ici. Le premier élément, c'est que pour que l'assimilation fonctionne, il faut que la culture du pays d'accueil s'impose sans la moindre ambiguïté, qu'elle ne soit pas frappée d'illégitimité. Or, toute une rhétorique décoloniale aujourd'hui s'impose pour expliquer que lorsque la culture du pays d'accueil s'impose, eh bien, c'est une forme de néocolonialisme. Alors, on assiste à une espèce d'étrange renversement ici. Autrefois, le colonialisme consistait à imposer sa culture chez les autres. Apparemment qu'aujourd'hui, c'est imposer sa propre culture chez soi. Donc, il faut restaurer avec cette idée que la culture du pays d'accueil n'est pas une culture parmi d'autres dans une mosaïque plurielle, c'est une culture qui a la légitimité. Ensuite, il faut se délivrer, me semble-t-il aussi, de ce réflexe pénitentiel, de ce réflexe d'autocritique suicidaire. C'est-à-dire l'autocritique, c'est toujours bien, mais l'autocritique poussée jusqu'au désir d'abolition de soi, poussée jusqu'au désir finalement, autrement dit, on a tellement fauté dans l'histoire, c'est très présent dans le monde occidental. Aujourd'hui, on dit finalement, depuis 1492, depuis l'expansion européenne, la civilisation européenne a tellement péché qu'elle ne pourra renaître elle-même dans une forme de pureté virginale, délivrée du mal qu'elle a fait, à condition de consentir à la révélation diversitaire. Eh bien non, me semble-t-il qu'il faut renouer avec une certaine conception enracinée de nos cultures, de nos pays. Et j'ajouterais, et là on en parlait avec Raphaël Antoven plus tôt, et je pense que c'est important, il faut se rappeler que la condition même de l'universel auquel nous tenons, à tout le monde auquel je tiens, l'universel, c'est-à-dire cette possibilité, cette promesse que la culture que nous portons, tous peuvent l'embrasser, s'ils en embrassent les codes, elle porte une promesse d'émancipation, elle porte une promesse de libération, pour peu qu'on l'embrasse. Mais si on déconstruit les fondements sociologiques et culturels de cette culture, si on crée les conditions d'une fragmentation démographique de plus en plus accentuée, c'est la possibilité même de l'universel qui se décompose devant nous. Ça, pour moi, ce serait la pire des choses, parce qu'une fois qu'on a perdu les conditions de l'universel, on ne les reconstruit pas simplement par décret. Alors,
Je pense que la condition même d'un débat public éclairé sur la question migratoire aujourd'hui, sur la question de l'identité plus largement, c'est de se délivrer, d'abord et avant tout, justement, de cette crainte très réelle d'être condamné, je le disais plus tôt, à la mort sociale, à la mort professionnelle, à l'expulsion médiatique, au bannissement de l'espace public. Comment on en sort, justement, Mathieu Bock-Côté? Alors, sur le plan de l'éthique publique, vous me permettrez cette formule, je pense que chacun doit quand même se faire une certaine armure. C'est-à-dire, il y a, dans ce débat, il va falloir contester la prétention à l'autorité morale de ceux qui veulent baliser ce qui est permis de dire, ce qui n'est pas permis de dire. Je crois que la plus grande lucidité est la condition d'un débat éclairé. Ensuite, je le redis, me semble-t-il que c'est dans le rapport à l'histoire que ça se joue aussi. C'est-à-dire un pays que l'on cherche à convaincre à tout prix, qu'au fond de lui-même, derrière sa culture, il n'y aurait que les forces agissantes de la xénophobie, du racisme, de la discrimination, du refus de l'autre, du racisme systémique. Un pays que l'on cherche à convaincre que chaque manifestation de fierté, manifestation de sentiment légitime d'appartenance, eh bien, porte en elle une trace coupable qui mérite d'être condamnée avec des gens qui sont là pour dépister les mauvais sentiments. Eh bien, un pays dont on fait le procès, dont on questionne la légitimité tout le temps, est un pays qui ne sera plus capable d'intégrer ou d'assimiler. Donc, les conditions de l'assimilation, et c'est pour ça que la question du nombre pèse. J'aime citer l'historien québécois Michel Brunet qui disait que 3 facteurs pesaient dans l'histoire. Le nombre et le nombre. On peut fabriquer un Français, un Québécois, avec un Afghan, avec un Pakistanais, avec un Syrien, avec un Suédois, avec un Norvégien, avec un Écossais. La question n'est pas là. La question est l'effet de masse. Or, me semble-t-il, c'est ce que nous avons oublié parce qu'on a eu une définition de la société trop limitée. On a vu la société comme... En fait, on a vu la nation comme une forme d'abstraction administrative et juridique. Il nous faut renouer, me semble-t-il, avec une méditation sur le réel. Alors, autant il faut faire preuve d'une certaine modestie dans la politique étrangère et rompre avec cette idée, je dirais, néocolonial n'est pas le bon terme, mais disons cette idée, cet impérialisme démocratique qui nous conduisait à vouloir véritablement convertir en une génération des peuples, des cultures qui, je l'espère, en arriveront à la démocratie, je l'espère, mais n'y arriveront pas si on les secoue militairement avec cela, n'y arriveront pas si on l'impose à la manière d'un modèle plaqué. Convertissez-vous, vous avez la règle, délivrez-vous de vos coutumes, délivrez-vous de vos mœurs, vous savez désormais ce que vous devez devenir. Donc il faut avoir une certaine modestie à l'international. Mais dans nos propres pays, il faut redécouvrir une saine intransigeance dans la défense de notre modèle de civilisation, de notre prétention à l'universel. Et pourquoi je maintiens l'aspiration à l'universel? L'universel n'est pas impérialisme démocratique. L'universel, c'est qu'effectivement, quiconque embrasse la culture de nos pays peut véritablement trouver une promesse d'émancipation à travers cela. C'est pas un facteur racial, c'est un facteur culturel. Je pense d'ailleurs, autre héritage, si je peux me permettre, des États-Unis, les Américains ont tendance trop souvent à confondre la race et la culture. Alors que l'Europe occidentale sait justement distinguer la race et la culture. La culture émancipe, on peut l'embrasser. La culture émancipe parce qu'on peut véritablement s'y rallier. On peut venir de partout ailleurs dans le monde, mais on peut s'y rallier, on peut en prendre les codes et le pli. Mais nos sociétés doivent, me semble-t-il, et c'est vrai les deux côtés de l'Atlantique, nos sociétés doivent aujourd'hui défendre de manière, avec une saine intransigeance, je ne veux pas dire une intolérance, mais une saine intransigeance, les principes. Mais pas seulement les principes, les mœurs. Les mœurs, parce que les principes sans les mœurs, finalement, c'est assez asséché. Dans le rapport entre l'égalité homme-femme, c'est pas seulement un principe désincarné. Ça relève d'une anthropologie, ça relève des mœurs, de ce qui constitue le quotidien, mais de ce qui constitue les rapports humains les plus fondamentaux. Je pense que dans le rapport à l'espace public, dans la capacité de définir justement ce qui est admis ou non dans l'espace public, dans ce qui est demandé aux populations qui arrivent en nos pays, les exigences d'intégration doivent être relevées. Autrement dit, modestie à l'extérieur, mais saine affirmation de soi chez soi. On en parle.